Alors, tel que promis, je commence par mon témoignage personnel sur les déboires que j'ai eus avec des woke depuis environ 8 ans. Mais en fait, mes premiers contacts avec des idées progressistes datent de beaucoup avant ça. Je dirais que les premières fois que j'ai eu des contacts, que j'ai été confrontée à des woke sans encore savoir à qui, à quoi vraiment j'avais affaire, c'était aux alentours de 2012-2013. Le parcours que j'avais à ce moment-là, bon, mes études universitaires, je les ai surtout faites en philosophie. Et mon mémoire de maîtrise portait sur les tensions entre multiculturalisme et égalité des sexes. C'est pas une nouveauté qu'il peut y avoir des tensions, des conflits entre les droits des femmes et ceux, par exemple, d'un groupe religieux. Certaines pratiques religieuses ou pratiques culturelles peuvent être jugées sexistes. Et dans ce contexte-là, les auteurs féministes marquantes que j'ai lues, c'était Susan Moller-Hawkins et Ayelet Shachar, notamment, entre autres. Puis précédemment, pendant mes études collégiales, une autre auteure féministe qui m'avait marquée, c'était Simone Monet-Chartrand. Puis j'avais fait un parallèle entre le combat que les Québécoises et plus largement les Occidentales avaient dû mener contre l'emprise du christianisme pour pouvoir s'émanciper. Et un phénomène assez semblable par rapport aux autres religions, notamment l'islam. En dehors du cadre académique, j'ai lu des témoignages et des prises de position de plusieurs féministes de culture musulmane. Yolande Jada, par exemple. Et toujours en dehors du cadre académique, bon, 2012-2013, c'était l'époque où le Parti québécois était au pouvoir et avait le projet de charte de la laïcité. Donc, je m'étais intéressée au débat sur la laïcité, aux arguments des féministes, des femmes qui faisaient valoir que la laïcité mette des limites à la religion, c'est nécessaire pour assurer l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Alors, c'était ça mon parcours et donc je n'avais pas d'études en études féministes ou en gender studies ou dans des domaines semblables. Alors, je n'étais pas familière avec les concepts et les théories qu'on y enseignait. Au moment où j'ai commencé à m'inscrire dans des groupes Facebook de féministes, et à un moment donné, j'ai mentionné le conflit entre les religions et l'égalité des sexes. En fait, plus spécifiquement, il était question du voile islamique, puis moi, avec les lectures que j'avais faites, c'était comme quelque chose d'acquis que le voile islamique était une pratique sexiste, et puis j'ai donc pris position à cet effet-là, et j'ai été étonnée de la manière dont j'ai été reçue par les autres membres du groupe qui m'ont dit de me taire parce que je suis blanche, qui m'ont dit que les musulmans n'ont pas besoin de mon opinion. C'était la première fois qu'on me parlait de mes privilèges de blanche. Et bon, moi j'ai fait valoir, j'ai cité plusieurs femmes arabes, maghrébines qui disaient pour ainsi dire la même chose que moi à propos du voile, pour faire valoir que c'est pas parce que je suis blanche que je porte ce jugement-là. Et là, on m'a reproché de signaler, de souligner que ces femmes-là étaient arabes ou maghrébines. Pourtant, on soulignait bien le fait que j'étais blanche. Là, on m'a dit que les mouvements féministes avaient traditionnellement privilégié les blanches, que les blanches avaient pris toute la place. C'était la première fois que j'étais confrontée à ces idées-là. Et ma réaction, ben, ça a été de poser des questions à mes interlocutrices, d'essayer de comprendre leurs prémices, mais elles n'ont pas voulu me répondre. Je leur ai dit, c'est possible que les blanches prennent parfois une attitude paternaliste dans les regroupements féministes, puis que je m'en suis pas aperçue, mais
Pouvez-vous développer? Puis tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est exactement ça que tu fais. Puis le seul fait que je pose des questions était vu en soi comme une attaque envers mes interlocutrices et aussi du racisme et un appui au patriarcat, rien de moins. Et on m'a dit textuellement, tu n'es pas notre allié, tu es notre ennemi. Alors à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout ce qui venait d'arriver, mais quand on comprend le cadre de pensée des woke, on comprend un peu mieux disons, on les comprend pas au sens où on leur donne raison, mais on comprend d'où leurs réactions viennent. Alors, ce que j'ai compris depuis l'époque, c'est d'abord que les femmes à qui j'avais affaire étaient des féministes intersectionnelles. Je ne connaissais pas encore ce mot-là à l'époque. Je vais vous parler du féminisme intersectionnel plus tard dans la série. J'ai compris aussi qu'elles étaient probablement nombreuses à avoir étudié en études féministes ou en gender studies ou dans un autre domaine imprégné du postmodernisme. J'ai compris pourquoi elles ne pouvaient pas concevoir qu'une religion autre que le christianisme puisse être un facteur d'oppression. Je vais revenir sur ça aussi. Et j'ai compris aussi pourquoi elle pointait avec insistance le fait que je suis blanche et pourquoi le fait de poser des questions en m'attendant à des réponses cohérentes avec une assise dans la réalité empirique était vu par elle comme du racisme et un appui au patriarcat. Je vous parle maintenant de mon initiation à la cyberintimidation. Ça, il me semble que ça a commencé autour de 2016, quand je suis devenue une cible pour une militante qui était suivie par beaucoup d'internautes à l'époque. Ces cibles la désignaient par le surnom Thérèse. Et suite aux appels que faisait Thérèse à ses suiveux pour s'en prendre à moi, je me suis retrouvée avec régulièrement des commentaires non sollicités sur ma page Facebook ou en message privé. Et il y avait des fils de discussion complets sur Facebook dont j'étais le sujet principal et qui servait à cibler ma personne. On supposait que je ne faisais pas bien mon travail. On n'avait aucune idée comment ça fonctionnait à mon travail. Et on me traitait de raciste de façon injustifiée. Y en a qui utilisaient des termes grossiers pour me désigner. Le terme vidange humaine est revenu assez souvent. Et c'est là qu'il a commencé aussi à y avoir des concertations entre militants pour me traquer sur Facebook et chercher à me faire perdre mon emploi. Alors en 2016, j'ai découvert la grande utilité de l'option bloquer sur Facebook. Entre-temps, j'ai fait d'autres études universitaires. J'ai suivi des cours de sociologie du genre à l'Université de Montréal, où j'ai été initiée notamment à la théorie queer, dont je vais parler dans une autre vidéo de la série. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai constaté les incohérences de ce qu'on appelle la théorie du genre, que j'ai constaté, bon, j'avais quand même une formation en philosophie des sciences. Je m'étais intéressée à la théorie de l'évolution, à la psychologie évolutionniste ou sociobiologie, si vous voulez. Alors, je constatais un écart entre ce qu'affirmaient certains auteurs en sociologie du genre et ce que nous apprend la théorie de l'évolution, la psychologie évolutionniste. Donc, c'est là que j'ai commencé à constater les incohérences et les idées fausses qui alimentent aujourd'hui le féminisme intersectionnel, le féminisme queer, le militantisme LGBTQ+. Alors, je suis devenue critique de la théorie du genre et vous savez, les woke m'invitent toujours à m'informer parce qu'ils persistent à croire que c'est par ignorance
que je n'endosse pas leurs idées sur le sexe, le genre, etc. Mais écoutez, les woke, je les connais, vos idées. C'est justement pour ça que je les critique. Puis, parallèlement à ces études-là que je faisais, j'ai connu la féministe malheureusement décédée Diane Guilbeault, qui a été très impliquée dans Pour les droits des femmes du Québec. Et j'ai écouté son argumentation fort convaincante à l'effet que permettre de changer sa mention de sexe par simple auto-identification, ça érodait les droits des femmes. Je reviendrai sur ça. Et donc, je suis devenue ce que les anglophones appellent gender critical. Et donc, aux yeux des woke, une TERF. T-E-R-F. Ça, c'est une insulte qu'ils utilisent pour cibler les femmes qui n'endossent pas la théorie du genre. Alors, désormais, en plus de me faire traiter de raciste, je me fais aussi traiter de transphobe, de TERF. Et certains disent aussi que je serais misogyne, sexiste et homophobe. Je vais pas vous raconter tous les détails de la cyber-intimidation et de la manière dont j'ai été traquée sur les réseaux sociaux. Je vais seulement parler de certains points saillants. Alors, entre autres, un document de plus de 60 pages a été conçu par des internautes qui me traquaient sur Facebook, qui ont collecté des captures d'écran de publications et de commentaires faits par moi ou par mes amis et contacts Facebook. Et ce document-là, il a circulé. Les militants woke l'ont fait circuler dans leur cercle. Puis éventuellement, ils l'ont fait parvenir à mon employeur. Et ça n'a pas été la seule tentative pour me faire perdre mon emploi. Je sais qu'à de nombreuses reprises, on a contacté des gens à mon travail, par téléphone ou par courriel, souvent en se gênant pas pour mentir à mon sujet, pour essayer de ternir ma réputation ou d'inciter mes supérieurs à m'imposer des mesures disciplinaires. Et j'insiste, les gens qui ont fait ça, c'était toujours des gens sans aucun lien avec mon lieu de travail et qui ne savaient pas comment ça se passe à mon travail. Et quelqu'un a téléphoné, ça c'est une anecdote que j'ai retenue parce que ça allait quand même assez loin. Quelqu'un a appelé une collègue en se faisant passer pour la mère d'un de mes étudiants. Alors la personne était à l'époque responsable de la coordination de mon département. C'est pour ça que c'est elle qu'on a contactée. Et la personne a prétendu qu'elle avait un fils qui était dans ma classe et que j'intimidais son fils, ainsi que d'autres étudiants, et aussi que je faisais, paraît-il, de la prostitution virtuelle. Alors, la personne qui a pris le téléphone avait demandé à connaître le nom de l'étudiant concerné parce qu'il fallait qu'elle valide auprès de lui. Et la personne a refusé de donner le nom de son fils en disant qu'elle voulait que ça reste confidentiel. Et elle s'est fait répondre, eh bien oui, c'est confidentiel, mais ça ne peut pas être anonyme. Parce que sinon, n'importe qui peut m'appeler et me dire n'importe quoi sur un de mes collègues. Genre comme c'est en train d'arriver en ce moment. Bon, évidemment, elle n'a pas dit ça. Mais, bref, c'était très clairement un appel mensonger pour chercher à me nuire. Puis écoutez, ceux qui disent que c'est la faute de Mathieu Bock-Côté puis de Richard Martineau si on invente des histoires à propos des woke, qu'ils auraient inventé le problème puis que c'est eux qui mettent dans la tête des gens que les woke existent et qui font subir de l'intimidation. Écoutez, j'ai pas eu besoin de Mathieu Bock-Côté, ni de Richard Martineau, ni de personne d'autre pour me figurer que chercher à faire perdre son emploi à quelqu'un qu'on ne connaît pas, sans s'informer sur la manière dont ça se passe à son travail, c'est de l'intimidation.
Je les lisais même pas dans ce temps-là, Mathieu Bock-Côté, Richard Martineau. J'ai commencé à les lire quelques années plus tard. Alors, écoutez, bonne chance aussi pour me faire croire que les woke sont un problème inventé avec ce que j'ai vécu. Alors, je vous ai parlé de mes premiers contacts avec des groupes progressistes, de la cyberintimidation. J'en suis à vous parler des menaces que j'ai reçues après avoir assisté à des panels. On m'avait dit que si on me revoyait dans des panels sur le féminisme intersectionnel et l'antiracisme, il y aurait des conséquences. Alors, je vous parle très brièvement de ces panels-là. Je trouve ça important de signaler que avant que les panélistes prennent la parole, on avertissait que durant la période de questions, ce ne serait pas permis de remettre en question ce que disaient les panélistes. Alors, on voyait déjà l'intolérance des woke à la diversité d'opinions, à la remise en question dont je parlais dans mon introduction. Et ça, je vais y revenir parce que quand on comprend le cadre de pensée des woke, on arrive à comprendre pourquoi, à leurs yeux, ce que disaient les panélistes étaient des connaissances certaines qui ne revient pas aux autres de remettre en question. Ça ne convient pas de remettre en question la parole des panélistes sur le sujet dont elles parlaient. Alors, ces faux progressistes que je commençais à avoir le malheur de connaître, je leur ai donné plusieurs noms. Ils ont eu plusieurs noms aussi, mais depuis que je les critique, moi j'ai commencé par adresser mes critiques aux féministes intersectionnelles, tout simplement. Puis l'écrivain britannique d'origine pakistanaise Majid Nawaz a proposé l'expression regressive left, gauche régressive, pour parler de ceux qu'on appelle aujourd'hui les woke, et c'est une expression qui a été reprise par beaucoup de gens, que j'ai moi-même utilisée par le passé. Puis l'expression Social Justice Warriors, SJW pour faire plus court, est devenue populaire. Et depuis quelques années, le terme woke semble s'être imposé. J'en viens à des épisodes d'intimidation plus récents. En octobre 2022, j'ai assisté à une conférence donnée par une personne militante s'identifiant comme non-binaire, du nom de Philly Drouin. Et le point central de la conférence, c'était le suivant. Les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité pour pouvoir exister socialement. C'est pour ça qu'il faut des nouveaux mots pour désigner ceux qui ont une identité de genre non binaire. Alors, dans cette conférence, les mots femme, homme, fille et garçon n'étaient pas définis selon leur définition habituelle et largement reconnue. Ce n'était pas, selon la conférencière, des mots qui distinguent les humains selon leur sexe, mais des mots qui désignent des identités de genre. Alors, pour faire court, le sexe, c'est une réalité biologique, anatomique. Ben, l'identité de genre, c'est une auto-identification. Donc, être femme ou homme, fille ou garçon, ce ne serait pas une question de réalité anatomique, mais une question d'auto-identification. Et il y en a donc qui s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes et qu'on regroupe sous le terme parapluie non-binaire. Et les personnes qui assument leur sexe, c'est-à-dire dont on a constaté à la naissance ou avant que c'était des garçons et qui se disent hommes, ou dont on a constaté à la naissance que c'était des filles et qui se disent femmes, elles étaient présentées comme cisgenres. Cisgenres. Je vais revenir sur ce mot-là et expliquer pourquoi il est inapproprié. Mais pour tout de suite, pendant la période de questions lors de la conférence de Philly Drouin, j'ai demandé la parole et l'ayant obtenue, j'ai fait remarquer que la prémisse de base, c'était que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité.
Et j'ai fait remarquer que pour la majorité des gens, le sexe est une réalité importante. Alors, j'ai dit à la personne qui faisait la conférence que je ne comprends pas que quelqu'un qui part de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, pour pouvoir exister socialement, soit prête à priver tout le monde des mots qui servent à nommer le sexe, en détournant ces mots-là de leur sens et sans proposer de remplacement non plus. Et j'ai aussi demandé à la conférencière si elle me reconnaissait le droit de ne pas utiliser le vocabulaire qu'elle proposait, parce que c'était un vocabulaire idéologiquement orienté par une idéologie que je ne partage pas. Alors, mon intervention a été interprétée par un bon nombre de personnes comme de l'intimidation à l'endroit de la conférencière. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ben, ça a donné à nouveau des fils de discussion où on me salissait publiquement en indiquant où je travaille, en disant que je ne devrais pas avoir le droit de travailler là, avec des invitations à contacter à nouveau mes supérieurs au travail. J'ai reçu des commentaires non sollicités encore sur ma page Facebook et en message privé. Il y a des calomnies qui ont circulé, entre autres que j'aurais harcelé de nombreuses personnes, mais c'est drôle. Les woke qui écrivent publiquement que j'ai harcelé des gens, quand on leur demande qui, il y a à peu près jamais de nom. Puis les rares fois où il y a des noms, quand on demande ce que j'ai fait exactement pour harceler ces personnes-là, ben il n'y a pas de réponse. Et je sais qu'au moins une personne a bel et bien contacté des gens à mon travail en octobre dernier suite à ma participation à la conférence de Philly Drouin. Et j'en viens à l'épisode le plus récent, le pire que j'ai vécu, et j'espère que ça va rester le pire incident que je vivrai avec des woke de toute ma vie, même si je ne suis pas vraiment optimiste à cet égard-là. Le 10 janvier 2023, un professeur de droit britannique, Robert Wintemute, était censé faire une conférence à la faculté de droit de l'université McGill, où il devait parler des conflits de droit qui peuvent exister entre les femmes, c'est-à-dire les humains de sexe féminin, et les personnes qui revendiquent une identité de genre, c'est-à-dire celles qui s'identifient comme trans ou comme non-binaire. Wintemute, c'est un membre influent de la LGB Alliance, LGB, vous reconnaîtrez les 3 premières lettres du sigle LGBTQ+. Donc, c'est une organisation qui met de l'avant que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas la même chose. Et ceux qui ont une orientation sexuelle minoritaire, autre qu'hétérosexuelle, ils ont besoin de la notion de sexe pour faire valoir leurs droits, contrairement aux personnes qui s'identifient comme trans, comme non-binaires, comme queer. Elles, c'est plutôt l'identité de genre qu'elles mettent de l'avant. Donc, c'est une organisation qui a voulu se centrer sur les besoins de ceux qui ont une orientation sexuelle minoritaire, plutôt que de se centrer sur l'identité de genre. Quelques centaines de militants considéraient que le conférencier Wintemute faisait preuve de haine transphobe. Après avoir demandé sans succès l'annulation de l'événement, ils sont venus sur place pour le perturber et l'empêcher d'avoir lieu. Mais moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Eh bien, moi, je voulais l'écouter, Robert Wintemute. Je me suis présentée à la faculté de droit de McGill avec une amie. Et quand on est arrivé, on a déjà vu un grand nombre de militants avec des porte-voix, avec des pancartes dont certaines comportaient des slogans assez violents, dont notamment « Fuck off TERFs ». Et quand il a été le temps de commencer, qu'on allait finalement nous laisser entrer dans la salle de conférence, un groupe assez nombreux de militants s'est placé devant la porte pour bloquer l'entrée.
mon ami et moi et les quelques autres personnes qui étaient pas encore entrées dans la salle et qui voulaient assister à la conférence, on s'est fait pousser, on s'est fait ordonner de quitter les lieux, on s'est fait crier des noms. Moi, il y a quelqu'un qui a placé un porte-voix à côté de mon oreille avant de hurler dedans. Ça fait pas vraiment du bien. Puis, on est resté sur place. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi on est resté sur place, premièrement, mon ami et moi, on refusait de céder à de l'intimidation comme ça. Ensuite, ça nous a donné la chance de discuter avec quelques personnes qui étaient aussi là parce qu'elles voulaient assister à la conférence. Donc, on a eu des discussions intéressantes, puis on espérait que quand les militants se disperseraient, on aurait au moins une chance de rencontrer Robert Wintemute et de lui parler. Bon, on comprend qu'il ne soit pas resté parce que on a appris ensuite en lisant le journal de Gazette que des militants avaient réussi à entrer dans la salle de conférence. Nous, on était sortis à l'extérieur du bâtiment à ce moment-là, mais on était restés sur le terrain de l'université. Puis on a su que des manifestants avaient réussi à entrer dans la salle, qu'ils ont lancé de la farine à Wintemute, ils ont brisé son projecteur. Et on est rentré à nouveau ensuite dans le bâtiment. On a eu l'occasion de voir qu'il y avait eu du vandalisme. Et quand on s'est finalement éloigné, on a entendu quelqu'un nous crier « We'll find out who you are ». Nous allons trouver qui vous êtes. Et moi, j'étais pas difficile à retracer, surtout que la personne qui organisait la manifestation savait qui j'étais. Ça faisait déjà plusieurs fois que cette personne-là écrivait des grossièretés sur moi sur Facebook. Le jour même, je recevais des messages injurieux à mon adresse courriel du travail. Ici, je voudrais faire remarquer le manque d'impartialité vraiment flagrant des woke. Parce que faites le rapprochement entre ce que je vous ai relaté à propos de la conférence de Philly Drouin et ce que je viens de vous relater à propos de la conférence de Wintemute. C'est la même clique. Ceux qui m'ont reproché d'avoir simplement remis en question Philly Drouin pendant la période de questions, après avoir levé la main pour demander la parole, ce sont les mêmes personnes qui ont agi de façon à empêcher la conférence de Robert Wintemute et à intimider ceux qui voulaient l'écouter. Ou quand ils n'ont pas participé, en tout cas, ils ont exprimé leur appui à ceux qui l'ont fait. Alors, eux, ils identifient comme de l'intimidation le fait d'utiliser la période de questions lors d'une conférence pour exprimer un désaccord avec la conférencière si cette conférencière défend des idées qu'ils approuvent. Mais si les idées du conférencier ne vont pas dans leur sens, eh bien, ils trouvent acceptable de se mettre à 200 pour intimider ceux qui viennent écouter, pour empêcher le conférencier de prendre la parole en chahutant, de faire du vandalisme, de lancer de la farine au conférencier et de briser son matériel. Leurs réactions paraissent et sont disproportionnées, en plus de manquer d'impartialité. Pour n'importe qui se situant à l'extérieur de leur idéologie, un professeur de droit qui parle d'un conflit entre différents droits fondamentaux, ça paraît banal. Mais quand on comprend leurs prémices, on comprend pourquoi c'est inconcevable pour eux qu'il y ait conflit entre les droits des personnes trans et les droits des LGB, ou entre les droits des personnes trans et les droits des femmes. Pour vous faire un bref topo, les woke, influencés par le postmodernisme, ils divisent le monde en dominants ou privilégiés et en opprimés
ou marginalisés. C'est une division vraiment simpliste. Et dans leur cadre de pensée, les trans sont un groupe opprimé et les cisgenres ou les cis sont un groupe dominant, un groupe privilégié. Alors, c'est inconcevable pour eux que les droits des personnes trans entrent en conflit avec ceux d'un groupe moins opprimé qu'eux. Et les femmes et les homosexuels et bisexuels, les LGB, sont identifiés par les woke comme étant cis. Alors, pour eux, des personnes cis qui disent que leurs droits sont menacés ou érodés par certaines revendications faites au nom de l'identité de genre, ça peut pas être autre chose que des privilégiés qui ont peur de perdre leurs privilèges. Et ils vont même jusqu'à les assimiler à des nazis. Wintemute s'est fait traiter de nazi par les manifestants qui étaient là. Mais pour comprendre tout ça, il faut commencer par comprendre ce qu'est le postmodernisme. Et je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo de la série.